Alors, je vous propose qu'on termine la matinée par l'intervention de Yannick Carrel d'Arvalis. Arvalis et Yannick a mené une étude assez approfondie sur les exploitations agricoles d'Occitanie produisant du blé dur. Donc, il va nous présenter les résultats, avec quels sont les indicateurs de performance. Il est allé jusqu'à enquêter sur les pratiques. Donc là, on va commencer à identifier quels sont les leviers peut-être potentiels. Et puis, je crois que tu termineras aussi ton intervention par un point sur la conjoncture actuelle des coûts des intrants et leur impact sur les coûts de production. Voilà, je te laisse la parole. Bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, Yannick Carrel. Donc moi je travaille au pôle économie et stratégie d'exploitation d'Arvalis, et donc je suis basé dans la région à Baziège. Effectivement, donc en lien avec le thème de la journée sur les leviers potentiels pour maintenir, voire accroître une production de grandes cultures en Occitanie, on m'a proposé de présenter les résultats de cette étude. Bon alors, peut-être vous allez dire c'est de notre âge, c'est des résultats qui datent donc déjà de quelques années, mais ce qui est intéressant à regarder, c'est quand même les ordres de grandeur, les réflexes pour analyser des résultats qui, eux, sont toujours valables. Et on terminera effectivement sur des choses un petit peu plus récentes et sur comment pourraient se transformer les charges de production, notamment en blé dur, pour les producteurs de la région. Alors, cette étude donc, nous a été commandée par la filière blé dur au niveau français, dans le contexte des années 2015-2016, où on avait une baisse des surfaces de production et où on a malheureusement encore une baisse des surfaces de production de blé dur, que ce soit dans la région sud-ouest ou dans tous les autres bassins de production du blé dur. Ce matin, je vais vous présenter les résultats de l'Occitanie, mais nous avons réalisé le même type d'études dans les 4 bassins de production de blé dur, l'ouest, Océan, le centre, et nous sommes en train de terminer le sud-est. Donc cette étude a été réalisée, on va dire, en plusieurs étapes. D'abord, on a eu ce qu'on appelle dans l'étude la phase 1, qui a consisté à faire de l'analyse des résultats comptables des exploitations grâce aux données du CERF-France, des CERF-France de la région, où avec ces chiffres, avec ces données-là, on a travaillé à la fois à l'échelle de l'exploitation et à l'échelle de la production de blé dur en calculant des coûts de production. Et il y a une deuxième phase qu'on a réalisée par des enquêtes auprès des producteurs. Donc là, on a travaillé sur un échantillon beaucoup plus restreint, où on est allé interviewer les producteurs pour connaître leur mode de production, leurs itinéraires techniques, leur façon de gérer leur exploitation, pour là aussi aboutir sur des coûts de production et voir les leviers, les marges de manœuvre possibles au niveau de la production de blé dur. Donc la carte représente les 7 départements où on a travaillé, et les points noirs avec la grosseur montrent les observations, les points d'observation qu'on a pu avoir grâce aux données du CERF-France. Donc on retrouve bien le sillon du Lauragais qui va jusqu'au nord des coteaux du Gers en termes de production de blé dur dans la région. Donc, première phase, les résultats comptables CERF-France. On a travaillé sur les années 15, 16, 17 avec les exploitations présentes sur les 3 années d'exercice. On a travaillé sur des exploitations qui avaient au minimum 5 hectares de blé dur, ce qui nous a permis de travailler sur un peu plus de 600 exploitations, donc un échantillon relativement conséquent qui nous permet de voir un petit peu toute la variabilité de ce qu'on peut voir dans la région. Et on a travaillé exclusivement sur les systèmes de production grande culture avec un chiffre d'affaires, donc scope, supérieur à 70% du total. La deuxième phase, on a travaillé sur les mêmes années d'études pour pouvoir faire des liens avec les résultats globaux du CERF-France.
Donc un échantillon beaucoup plus restreint parce que là il fallait faire des enquêtes qui prennent relativement du temps, et on a ciblé sur en fait 2 populations d'agriculteurs différentes, les plus extrémisées possibles, pour essayer de voir justement qu'est-ce qui caractérisait des gens qui étaient plus ou moins performants sur la culture de blé dur. Et donc on a calculé des indicateurs économiques à partir d'un outil Cister que peut-être certains d'entre vous connaissent. Donc sur cette phase 1, je vous ai dit, on a eu une approche à la fois exploitation, résultat d'exploitation, et à la fois coût de production. Sur la partie résultat d'exploitation, on a travaillé sur la notion de performance économique, et on est parti sur un indicateur qui est le revenu disponible par utence. Donc revenu disponible, c'est l'EBE moins les annuités que l'on ramène par utence, par unité de travail non salarié, c'est-à-dire par chef d'exploitation. Ce revenu disponible est censé rémunérer le chef d'exploitation, lui permettre de faire des autofinancements et également, bien sûr, de payer ses impôts. À partir de cet indicateur, donc, on a recalculé à partir des données comptables, on a classé toutes nos exploitations. Donc ici, vous avez en fait, la courbe représente la répartition des différentes exploitations que l'on a segmentées donc en 3 parties. On a pris les 25% d'exploitations qui avaient les revenus les plus faibles, donc on appellera les P-, les 25% ayant les revenus les plus élevés, les P+, et 50% de la population restant seront les PM. Et à partir donc, de ce classement, on a pu regarder un petit peu différents éléments. Donc, tout d'abord, sur ce graphique ici, on a regardé comment se répartissaient en fait, les différentes exploitations en fonction de 5 petites régions agricoles qu'on a déterminées. Donc, ce qu'on peut remarquer, c'est que dans un premier temps, quelles que soient les régions avec les potentiels qu'elles peuvent avoir, on retrouve malgré tout des P+, et des P- dans chacune des zones, certes avec la zone de la Piège et du Razès, avec des niveaux de performance économique sensiblement inférieurs aux autres régions. Sur le tableau de droite, on a les valeurs en termes de revenus disponibles. Donc là aussi, quelques éléments, je fais une synthèse, on doit aller vite, donc je ne vais pas m'attarder sur tout ce qu'on peut retirer de ces schémas-là, de ces photos-là, mais globalement, retenir que sur notre échantillon, on avait un revenu disponible moyen de l'ordre de 11 000 € en moyenne sur les 3 ans dans la zone, donc un revenu disponible qui est même pas, on pourrait dire, l'équivalent d'un SMIC, et qu'autour de cette moyenne de 11 000, on a une très forte variabilité, étant donné que pour le groupe des P-, on était en moyenne autour de moins 20 000 €, donc moyenne sur 3 ans, moins 20 000 € de revenus disponibles, alors que dans un même temps, on avait des P+, qui eux étaient au-delà de 40 000 €. Donc toujours l'importance, on le sait, mais il est toujours bon de le rappeler, que derrière une moyenne, on a notamment en agriculture de très fortes disparités, même dans une région plus ou moins homogène. On peut également remarquer que pour chacune des petites régions agricoles, que l'on soit au niveau des P-, quelles que soient les zones, on a globalement à peu près les mêmes niveaux de revenus, que ce soit P-, PM ou P+. Et donc ensuite, pour chacun de ces groupes, P+, P-, PM, on a regardé différents indicateurs économiques pour essayer de discriminer un petit peu les facteurs qui étaient impactants sur la réussite ou non du revenu économique des exploitations. Donc les éléments qui sont ressortis, statistiquement positifs en termes de différenciation, il y a notamment la surface d'exploitation où on avait des P+, qui étaient sur une trentaine d'hectares plus grands. On a un indicateur de productivité du travail en tonnes par UTH, donc qui est, en fait, on prend la surface SAU qu'on multiplie par le rendement, on divise par le nombre de personnes qui travaillent sur l'exploitation, qui est aussi
un élément discriminant. On est autour de 800 tonnes hectares pour les plus performants, alors qu'on est autour de 650 tonnes pour les moins performants. Autre élément, le niveau de rendement. On était sur un différentiel de l'ordre de 4 quintaux. Et enfin, bien sûr, le revenu disponible, vu qu'on passait de 43 000 € à un peu moins de moins 20 000 €. Cette différence de revenus disponibles s'expliquant à la fois par des produits supérieurs. Chez l'IP+, on avait 250 € de l'hectare supérieur au P-, à la fois sur la partie de l'atelier grande culture, mais également sur la partie des produits annexes. Je vous ai dit qu'on était sur les grandes cultures spécialisées, plus de 70% de chiffre d'affaires, mais il y avait souvent sur les exploitations, il y a des activités un petit peu annexes, et même sur cette partie activité annexe, les exploitations les plus performantes ont des niveaux de revenus hectares supérieurs. Autre élément qui explique ce revenu disponible supérieur, c'est des charges inférieures. Au niveau des intrants, une trentaine d'euros hectares en moins, notamment en lien avec la fertilisation et les semences, et également une trentaine d'euros de l'hectare en moins au niveau des charges de structure. Concernant les intrants, on a regardé aussi l'efficience de ces intrants, c'est-à-dire le rapport entre les produits et les charges engagées. Pour 1 € de charge, combien je dégage de produits? Chez les P+, on était de 1 € pour 3 € dégagés. Chez les moins performants, on était pour 1 € de charge, 2 € dégagés. Donc déjà au niveau de la marge brute, on va dire, vous voyez le delta que l'on peut avoir. Donc là, je vous ai parlé exploitation. Maintenant, on vient sur la partie coût de production. Donc ici, vous avez représenté en fait par tranche de coût de production mes 643 exploitations. Donc retenir qu'en gros, on a 50% de la population qui a un coût de production entre 250 et 300 € la tonne, et qu'un tiers de la population a un coût de production supérieur à 300 € la tonne. Enfin, on va le voir juste après, mais dans ces années-là, le prix moyen sur les 3 années était à 200 € la tonne. De la même façon, avec ce coût de production pour chacune des exploitations, on les a à nouveau reclassés. Toujours pareil, on a pris les 25% les plus performants, les 25% les moins performants et ceux du milieu. Donc là aussi, vous avez ici représenté un petit peu cette répartition des exploitations en fonction des petites zones agricoles. Donc là aussi, encore une fois, on voit qu'effectivement, quelles que soient les zones, on a des P+, on a des P- dans toutes les zones, certes avec toujours la Piège et le Razès, ainsi que le Tarn hors Lauragais, qui ressortent un petit peu plus en difficulté par rapport aux autres zones. Ici, vous avez les niveaux de coûts de production, toujours pareil, par groupe et par zone agricole. Donc globalement, sur notre échantillon, on avait un coût de production moyen autour de 300 € la tonne. Ici, je vous ai représenté pour chacun des 3 groupes la répartition du coût de production en fonction des grands postes. Donc, et en orange ici, vous avez le prix d'intérêt. Le prix d'intérêt, coût de production moins les aides. Et c'est ce prix-là que l'on peut comparer au prix de marché. Donc si on reste sur ces éléments-là, on voit que effectivement le prix de marché sur cette période-là, c'était 205-210 € la tonne, que 75% de la population n'avait pas un prix lui permettant de rémunérer son prix de revient et donc ses coûts de production. Seuls les plus performants avaient un léger delta entre le prix de revient et le prix de marché de l'ordre d'une quinzaine d'euros tonne.
Entre les trois groupes, les éléments distinctifs, premièrement, le rendement. On est à 6 tonnes pour les plus productifs, pour les meilleurs coûts de production, contre un peu moins de 5 tonnes pour le groupe moins performant. Ensuite, on voit la partie main-d'œuvre, où vous avez 115% de différence entre les plus performants et les moins performants. La partie mécanisation, où on a 60% entre la partie des plus performants et des moins performants. Et enfin, la partie intrant, où on est de l'ordre de 30% de différence entre les plus performants et les moins performants. Donc ça, c'était les chiffres issus des centres de gestion. Maintenant, on va regarder un petit peu plus ce qu'on a fait par rapport à nos enquêtes agriculteurs. Donc, ce tableau pour situer un petit peu les 17 enquêtés par rapport au groupe CER, on va dire. Donc, je vous ai dit que sur nos 17 exploitations enquêtées, on a quand même ciblé en essayant d'aller chercher des très performants et des moins performants. Donc si on regarde le groupe 1 qui était censé représenter les très performants, on a plutôt été relativement bon, on va se jeter des fleurs. On avait des structures d'exploitation et des résultats économiques qui étaient assez comparables entre la partie enquête et la partie CER. Sur le groupe 3, on va dire qu'on a été un petit peu moins performant, dans le sens où notre groupe 3 est sensiblement meilleur en termes de résultats que le groupe 3 du CER. Ça s'explique en partie parce qu'il est quand même beaucoup plus compliqué d'obtenir l'accord de faire des interviews à des gens qui sont en grosse difficulté par rapport à des gens qui ont des résultats économiques relativement meilleurs. Alors ici, axe des ordonnées, le coût de production complet en eurotonnes. Sur l'axe des abscisses, le rendement en tonnes hectares. Donc les points jaunes, c'est les coûts de production pour notre groupe 3, les moins performants, et les points bleus, le groupe 1, des plus performants. Donc effectivement, notre groupe 1, on retrouve bien des coûts de production autour de 200-210 euros la tonne, soit un prix d'intérêt autour de 160-170 euros tonne, ce qui leur permet donc de dégager, même les années où les prix étaient bas, à 180 voire 200 euros tonne, une marge sur leur culture de blé dur. L'échantillon, on a une moyenne autour de 250 euros tonne, sensiblement inférieure à la moyenne de l'échantillon CER qui est à 300, lié au fait que notre groupe de moins performants est un petit peu plus performant que le groupe 3 du CER France. Ensuite, on pourrait, concernant la relation entre les deux grandeurs, coût de production, rendement, visuellement, on pourrait se laisser tenter à dire il y a une relation, mais à Arvalis, tel de grands scientifiques, le R2 est à 0,45, donc on n'a pas le droit de dire qu'il y a une corrélation entre les deux grandeurs. Alors ce graphique un peu compliqué, mais une fois qu'il est expliqué, on s'y retrouve assez facilement. Donc sur l'axe vertical, donc, vous avez différents indicateurs économiques en euros hectares, et l'histogramme représente un petit peu la variabilité que vous avez pour chacun de ces indicateurs sur notre groupe des 17. Donc la limite extérieure à gauche, c'est la moyenne des 3 exploitations qui ont le niveau de charge le plus faible sur ce poste. La limite extérieure droite, c'est la moyenne des 3 exploitations qui ont les données les plus élevées sur ce poste. Le point vert représente la moyenne des 3 meilleurs sur le coût de production, et le point rouge représente la moyenne des 3 exploitations qui ont les coûts de production les plus élevés. Tout ça, donc, pour tous ces indicateurs,
Globalement, pourquoi on a fait ce graphique? C'était pour avoir une idée un petit peu originale pour représenter la variabilité que l'on peut avoir en fonction des différents indicateurs. Donc on s'aperçoit que là où il y a le plus de variabilité, c'est notamment la partie main-d'œuvre et mécanisation. Ensuite vient la partie fertilisation. Et sur la partie fongicides et herbicides, on voit que par contre, en termes de variabilité, que ce soit entre les extrêmes ou que ce soit entre les 3 meilleurs en coût de production ou les 3 moins performants, on n'a pas une très grosse variabilité en euros hectares, ce qui quand même en soi peut poser question, étant donné que je vous ai dit juste précédemment qu'ils n'avaient pas du tout les mêmes niveaux de rendement entre ces deux groupes. Alors on va regarder justement maintenant un peu plus en détail chacun de ces différents postes. Ici, donc, je vous ai représenté sur l'axe vertical les charges de mécanisation en euros hectares et en horizontal, vous avez les hectares par UTH pour chacun des points. Donc ce qui est intéressant de regarder ici, c'est d'abord la variabilité sur le poste mécanisation. On passe tout simplement du simple au double. Ça peut aller de moins de 200 euros l'hectare à plus de 450 euros. Ce qui est intéressant, c'est de regarder justement comment se sont débrouillés quelque part les meilleurs en termes de charges de mécanisation. Donc celui qui est à l'extrémité ici, il a un parc matériel pour son exploitation qu'il amortit également en faisant des travaux chez ses voisins sous forme d'une entreprise de travaux agricoles. Le deuxième point ici, qui est relativement aussi performant sur ces postes-là, c'est en fait un parc de matériel qui est en copropriété, 2 exploitations. Alors ici, on pourrait dire oui, c'est des grosses exploitations. Ici, c'est 2 exploitations de 130 hectares qui ont un seul parc matériel pour gérer les deux exploitations, et on voit qu'ils arrivent sur des niveaux économiques quasi équivalents. Ici, le point jaune qui est jaune, donc il n'y a pas un super coût de production, mais par contre sur la partie mécanisation, c'est plutôt pas mal. Ben, lui, il fait tout faire par une ETA. Donc, c'est en lien un petit peu avec ce qui peut se passer dans la situation 1, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des gens qui, en ETA, arrivent à avoir des coûts de prestation relativement bien maîtrisés. Ensuite, je suis peut-être tombé sur vraiment le cas un peu particulier, car 250 euros tout réalisé, c'est vraiment quelque chose de très 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 performant. J'ai vu les factures, donc je peux attester du chiffre. Dernier point intéressant, ce point bleu. Alors lui, c'est un parc matériel d'occasion qui fait durer et qui lui permet également d'avoir des coûts de mécanisation relativement intéressants. Petit point méthodo que je n'ai pas précisé, quand on calcule les amortissements avec notre logiciel Cister, on n'est pas sur de l'amortissement comptable, on est sur de l'amortissement technique, donc on tient compte du nombre d'hectares que réalise le tracteur, la moisse-batte sur l'exploitation ou en dehors de l'exploitation, et on tient compte aussi donc de sa durée d'obsolescence. Donc ce n'est pas un prix divisé par un nombre d'années, c'est un peu plus compliqué que cela. La caractéristique commune de toutes ces stratégies, c'est de saturer l'utilisation du parc matériel pendant les périodes optimales de travail, donc de faire tourner un maximum lorsque cela est possible. Cette étude, donc, cette étude nous a permis de revalider certains indicateurs simples pour faire des prédiagnostics sur la mécanisation. Ce n'est pas avec ces indicateurs que vous allez pouvoir dire directement ça va pas. C'est plutôt pour dire, tiens, c'est bizarre, tu es plutôt élevé par rapport à d'autres, et pourquoi ça? Parfois, il y a de bonnes raisons, parfois, il y a des raisons qui le sont un petit peu moins, et donc, on peut aller davantage creuser pour voir ces problèmes de mécanisation. Donc, les 2 indicateurs relativement simples, le nombre de chevaux de traction par hectare.
Sur les systèmes les plus optimisés, on est entre 1 et 2, alors qu'en moyenne, on est plutôt au-delà de 3, voire 3,5. Sachant que, là aussi, en charge de mécanisation, ce qui coûte le plus cher, c'est la traction et la récolte. Et donc, sur la récolte, notre petit indicateur qui a été aussi validé par cette étude, c'est la puissance de la moissonneuse-batteuse par hectare moissonné, où là aussi, les plus optimisés sont entre 0,5 et 1, alors que d'habitude, on est plutôt autour de 2. Les stratégies, je vous en ai parlé, je ne vais pas m'y appesantir dessus. Et également, donc, la stratégie, donc, achat de matériel d'occasion qui dure, ou faire du... Maintenant, on a des possibilités de faire appel à du travail à façon à des prix relativement optimisés. Autre poste où il y a beaucoup de variabilité, c'est la main-d'œuvre. Donc ici, en vertical, des charges de main-d'œuvre en gros hectare. En horizontal, le coût de production. Donc là aussi, on a un peu tendance à visuellement avoir quelque chose. Le R2 est à 0,6, donc je ne dirai pas ce qu'on voit. Malgré tout, on voit qu'il y a une forte variabilité, un x4 entre les gens qui sont ici et les gens qui sont là. Ce poste charge de main-d'œuvre qui est en lien direct avec la productivité du travail, des hectares par UTH, mais l'indicateur qui est peut-être le plus pertinent et le plus proche, c'est les tonnes de blé dur produites par UTH. Je vous ai dit, à l'échelle exploitation, on est sur 800 tonnes. Sur ces exploitations ici, les plus performants étaient à 1000 tonnes par UTH, alors que les moins performants étaient plutôt autour de 600 tonnes. Je vous ai mis ici aussi, pour les plus performants en termes d'hectares par UTH, on était autour de 200 hectares par UTH. Élément intéressant ici, oui, parce qu'ici on pourrait revenir sur la discussion grosses exploitations, etc., etc. Ici, on a des gens qui ne sont pas obligatoirement avec de grosses exploitations, mais par contre qui ont une double activité, c'est-à-dire qu'on a 90, 100 hectares, mais on travaille à 3/4, voire même, j'ai rencontré des gens qui avaient une centaine d'hectares et qui étaient à temps plein sur une autre activité. Du coup, ben, ça leur diminue leur charge en euros hectares en termes de main-d'œuvre. Maintenant, passons sur la fertilisation. En vertical, charge fertilisation en euros hectares, rendement de tonnes hectares. Là, par contre, on peut très facilement voir qu'il n'y a aucun effet de relation entre les deux. Ce qui est intéressant, c'est de regarder un petit peu la stratégie de ceux qui ont des charges de fertilisation les plus basses. Ce qui ressort relativement quand même souvent, c'est le fameux rapport azote minéral sur rendement, qui est inférieur à 3,5, voire inférieur à 3. Donc l'efficience de son apport azoté, c'est vrai avec les chiffres du siècle dernier, mais c'est encore plus vrai, je dirais, avec les chiffres tels qu'on les a aujourd'hui. Bon, je les stigmatise un petit peu, hasard ou pas. Les 4 qui ont des charges de fertilisation les plus élevées sont des personnes qui utilisaient notamment des biostimulants. Alors peut-être ce n'est pas la seule et unique raison, mais effectivement, il y a 40 à 50 euros de l'hectare qui sont mis par ces gens-là, et donc si on les remettait à ce niveau-là, ils seraient comme leurs collègues. Donc sur la fertilisation, importance de ce ratio azote minéral sur rendement, bien déterminer en fait son objectif de rendement en fonction du potentiel agroclimatique de l'année. La rotation, c'est vrai que je suis passé un petit peu vite, mais ce sont souvent des gens aussi qui ont un petit peu plus de protéagineux dans leur assolement, ce qui leur permet d'amener moins d'azote minéral par la suite. Et c'est l'efficience de l'apport, apporter la bonne dose au bon endroit au bon moment. Concernant le P et K, ce qu'on a pu mettre en avant, c'est que l'utilisation parfois d'engrais binaires ou ternaires mal, on va dire, équilibrés par rapport aux besoins de la culture,
fait que certains peuvent être un apport un peu excédentaire sur la culture liée à ces histoires de binaire ou ternaire. Je passe vite sur le soufre. 2/3 des exploitations étaient avec des apports supérieurs aux recommandations. D'un point de vue strictement économique, ce n'est pas là où il y a beaucoup à gagner, mais bon, ça fait partie d'un tout. Concernant la densité, les charges de semences, donc ici vous avez les densités de semis, date de semis en horizontal. Donc ce qu'on s'aperçoit, c'est que globalement, on est plutôt sur des densités excédentaires par rapport aux recommandations, que l'on soit sur des semis précoces ou sur des semis tardifs. En proportion, le groupe 1, donc des plus performants, est sur des semis plutôt un petit peu plus précoces, liés au fait que parfois le blé dur chez eux est une priorité par rapport à d'autres cultures et d'autres travaux concomitants, et également en lien avec l'organisation du travail. Donc en termes d'optimisation, il y a une grosse dizaine de pourcents, on va dire, à aller récupérer de ce côté-là, ce qui représente 5 à 15 euros de l'hectare en termes de coût. En termes de charge phytosanitaire, donc axe vertical, rendement en axe horizontal, donc là aussi, pas de relation entre les deux grandeurs. Beaucoup de variabilité, notamment pour des niveaux de rendement quasi équivalents, enfin pour des rendements équivalents. On voit qu'on a des niveaux de variabilité qui peuvent aller de 80 à plus de 100 euros l'hectare, avec des stratégies donc différentes sur la partie désherbage, où on voit effectivement des stratégies à 1 ou 2, voire 3 passages. Souvent en défaveur des désherbages d'automne. Alors je sais que techniquement c'est pas ce qui est dit, hein. On dit il vaut mieux désherber tôt. Ce qu'on a pu constater, c'est que ceux qui désherbent tôt repassent presque quasi systématiquement au printemps, alors qu'effectivement celui qui passe uniquement en février-mars, ben, il passe que cette fois-là. En termes de coûts fongicides, on va le voir juste après. En termes de stratégie, de variabilité, donc, on va là aussi du simple double. La droite rouge, c'est la préconisation réaliste en fonction du potentiel et de la pression maladie sur ces différentes années. Donc on voit qu'en moyenne, il y a un enjeu de l'ordre de 10 à 15 euros de l'hectare par rapport à cette moyenne. Si on s'attarde sur les gens qui sont les plus élevés, on a 2/3 des exploitations où il y a un jeu de 20 à 30 euros de l'hectare. Sur les 17, on avait 2 exploitations avec une stratégie à 2 traitements. On est assez majoritairement sur une stratégie à 3 traitements quasi systématiques, quelles que soient les années concernées. Oui, donc le premier point sur les semences, surtout, il ne faut pas mal l'interpréter. L'idée, ce n'est pas de dire n'utilisez pas de semences certifiées, mais c'était plutôt dans le contexte de la filière de connaître un petit peu l'état d'esprit des producteurs dans leurs différents choix. C'était de montrer qu'effectivement, aujourd'hui, on a ce taux de semences certifiées qui a tendance à diminuer, qui est un problème, on va dire, pour la viabilité aussi de la filière à moyen et à long terme, mais que, voilà, pour les agriculteurs, il y a un enjeu de 60 euros de l'hectare autour de ces semences de ferme versus des semences certifiées. Concernant les fongicides, donc quel que soit le groupe des plus performants ou des moins performants, on voit qu'il n'y a pas une grosse différence en termes d'IFT. En lien à ce que je vous ai dit précédemment, c'est qu'on est quasiment sur du 3 passages quasi systématiques. Un élément intéressant et qui met en avant encore plus la pertinence des choix et des programmes que vous pouvez être amenés à conseiller aux agriculteurs, c'est que l'on soit sur des T1, des T2 ou des T3, la variabilité en fonction du choix des produits est d'une vingtaine d'euros à chaque fois
quels que soient les différents types de traitements. Quelques rappels de bonnes pratiques, on a pu regarder avec les collègues sur l'alternance des matières actives. Il y avait 30% des exploitations qui avaient une mauvaise alternance, 30% des exploitations qui avaient une duventation qui était parfois inutile et un tiers aussi qui était un surdosage technique. Sur le désherbage, étant donné qu'on n'avait pas d'analyse de flore et d'efficacité de désherbage, bon, c'est un peu compliqué de conclure sur ce poste-là. Ce qui était clair, c'est que la problématique raies-gras a été souvent évoquée par les producteurs et que c'était une raison invoquée pour passer sur du blé tendre par rapport à du blé dur, étant donné que sur blé tendre, on peut utiliser des produits un peu plus, on va dire, costauds et une meilleure résistance du blé tendre face à ça. 2 slides pour revenir un peu dans le contexte économique actuel. Donc ici, je vous ai représenté en pourcentage le poids des grands postes de charge. Le premier histogramme, ce qui se passait avant 2021. Le deuxième histogramme, c'est nos prévisions sur 2022. Et le troisième et quatrième histogramme, c'est des prévisions sur la récolte en cours 2023 avec des hypothèses plus ou moins, on va dire, fortes sur le niveau des charges. Le CH+, j'ai pris la moyenne des prix sur la période allant de août jusqu'à janvier. Et sur le charge plus, j'ai joué le jeu de la personne qui a fait les mauvais choix et qui s'est toujours positionnée quand ce n'était pas le moment de s'y mettre, c'est-à-dire au prix au plus élevé. Donc, ce qu'on peut constater, c'est que dans l'ancien temps, on avait charge méca qui était le couple. Alors, je parle toujours charge méca parce que en termes d'analyse, il faut vraiment regarder les deux. C'était le poste qui était le plus conséquent en termes de charge. Et on avait la Ferti qui était à un peu moins de 20%. Vous le voyez assez facilement. C'est aujourd'hui, la Ferti est venue au même niveau que le poste méca main-d'œuvre. On se retrouve donc sur quasiment un tiers pour la Ferti et un tiers pour la méca main-d'œuvre. Et maintenant, ça donne quoi en valeur absolue? Donc là, je vous ai représenté les évolutions de charges en euros hectares sur le blé dur. Premier histogramme sur 2022 et deuxième et troisième histogramme sur 2023. Donc on voit la part prépondérante prise par la fertilisation. Ensuite, on a la mécanisation. Alors dans la mécanisation, il y a le fuel, il y a les frais d'entretien, il y a les frais de travaux par tiers aussi, parce que les ETA utilisent du carburant et donc elles retransmettent, on va dire, cette hausse. Sur la partie amortissement, on est resté sur un chiffre plutôt bas de 3%. Qui peut être débattu compte tenu de ce qui se passe aujourd'hui également sur le marché du matériel. Donc, sur 2022, on était sur des charges de production qui augmentaient de l'ordre de 250 € de l'hectare, soit, si on met ça sur un rendement moyen, autour de 40 à 50 € la tonne. Si on revient à notre prix de revient autour de 240, ça nous fait passer à 290, 300. Avec les cours actuels du blé dur passé, on est sur une marge positive. Ça rejoint un petit peu à l'échelle du blé dur, hein, mais ça rejoint un petit peu les résultats du CERF France et les observations du Crédit Agricole sur les résultats plutôt bons sur 2022. Sur 2023, avec ces chiffres-là, avec des rendements qui sont entre 5 et 6 tonnes, on est sur un coût de production qui va augmenter de 100 à 150 € la tonne. Si je reprends toujours mon 250 € prix de base, ça nous fait aujourd'hui donc entre du 300, enfin pour la récolte 2023,
ça nous fait du 350 à 400 € la tonne. Aujourd'hui, on est, pour de la récolte 2023, on est sur des prix qui sont plutôt autour de 360, difficilement. Ce qui veut dire qu'on est en train d'arriver dans la zone de bascule d'effet ciseau entre le fameux effet charge et le fameux effet prix des cultures qui est en train de redescendre tout doucement. Et effectivement, donc aujourd'hui, enfin, si on regarde les prix de l'engrais de cette semaine, depuis 15 jours, enfin depuis maintenant 3 semaines, un mois, ils sont en train de bien diminuer, mais on est quand même encore proche de 1,8, 1,9 en termes de prix de l'azote pour l'ammonitrate. Donc on est encore quand même sur des prix relativement élevés, et le prix du gaz est encore quand même 6 fois plus élevé que ce qu'on connaissait avant septembre 2021. Donc là aussi, par rapport à ce que disait Thierry Pouche, bon, difficile de savoir si on est sur une stabilisation structurelle à ce niveau-là, si ça va encore rebaisser un petit peu ou au contraire repartir à la hausse. Donc en termes de conclusion, effectivement on a des coûts de production qui sont en hausse, mais on le voit, il existe, alors pas pour tout le monde, mais il existe des marges de manœuvre, toujours sur la mécanisation main-d'œuvre, qui est quand même encore un poste conséquent. La fertilisation azotée, d'autant plus avec la situation économique, et notamment donc, cette notion d'efficience des apports, que ce soit si on fait le rapport azote minéral sur rendement, ou si on fait produit dégagé par rapport aux charges de fertilisation. Et ensuite, autre élément qui apparaît relativement important à mettre encore plus en exergue, c'est d'être capable de pouvoir calculer avec les producteurs leur coût de production sur leur exploitation avec leurs chiffres. Vous avez bien vu qu'il y avait beaucoup de variabilité. Quand on présente là des chiffres moyens, on est plus ou moins décalé par rapport à ce qui se passe sur les exploitations. Et donc c'est important que chacun puisse refaire avec ses propres chiffres tous ces calculs, non seulement donc, pour pouvoir prévoir et anticiper un petit peu ces résultats, c'est très important pour construire sa stratégie de vente. Aujourd'hui, effectivement, la récolte 2023 se vend à 350, mais à un moment donné, il y a quelques semaines, quelques mois de ça, elle se vendait au-delà de 400 € la tonne. Donc à un certain moment, connaître son coût de production, ça permet de se positionner sur le marché. Ça permet aussi de simuler les impacts des nouveaux investissements et également de se comparer et d'identifier un peu des marges de manœuvre. Petite minute de pub arvalisienne. On a le printemps dernier, compte tenu de tous ces changements et d'une demande des producteurs qui se sentaient un petit peu perdus et qui, comme nous tous, ont perdu leur repère par rapport à ce qu'on avait l'habitude d'avoir. On a mis en place une calculette Excel qui permet justement de calculer ces coûts de production. Alors c'est plus en fait une méthode, une grille qu'il faut remplir et ça permet on va dire, de ne pas oublier différents postes. Voilà ce que je voulais vous présenter ce matin. Bonjour, juste un petit détail pour la compréhension. Il a dû m'échapper entre l'avant-dernier graphique sur les charges en euros-hectares et le précédent en pourcent. Le ratio fertilisation sur le total, je ne trouve pas la même chose parce que les 478 sur 670, ça fait 2/3 quasiment. Ce qui est représenté sur ce graphique-là, c'est une évolution par rapport à ce qui existait avant. Voilà. C'est juste une évolution, ce n'est pas la valeur absolue du poste. Bonjour, merci.
pour la présentation. J'ai une question pour savoir, est-ce que vous avez regardé un peu les stratégies des différents groupes des agriculteurs, enfin les différents groupes d'agriculteurs, pour savoir justement, vous avez dit à un moment, le groupe 3, enfin, qui a les meilleurs résultats, avait notamment une stratégie de prioriser le blé dur. Est-ce que du coup, par rapport au reste de l'assolement et par rapport aux autres cultures, il y a des stratégies qui sont un peu différentes? Et est-ce que c'est des choses que vous avez pu regarder ou pas du tout pour replacer un peu la place du blé dur finalement dans l'ensemble de l'exploitation et des productions? On a, par rapport au blé dur, on n'a pas remarqué enfin, ce qu'on a regardé, c'est le pourcentage de chacune des cultures sur l'assolement complet. Sur le blé dur, on était sur des proportions de blé dur relativement équivalentes. Sur des cultures un petit peu marginales aussi qui pourraient influencer les résultats, donc notamment semences ou viticulture, arbo, enfin c'est des choses qu'on peut retrouver un petit peu dans vos zones. Là aussi, on n'avait pas de différence significative. Il y a uniquement donc la partie un petit peu protéagineux, mais qui n'était pas une règle, on va dire, dans le groupe des plus performants. C'est-à-dire que certains, enfin sur les 3 plus performants, il y en avait 2 qui effectivement avait un petit peu plus de protéagineux que l'ensemble, que la moyenne du groupe. Mais si je regardais tous mes points bleus, c'était pas une vérité vraie, quoi. Et c'est pour ça que je n'ai pas dit ou j'ai pas fait de corrélation entre pourcentage de protéagineux et coût de production. J'aime bien mes collègues de Terrinovia, mais excusez-moi, je suis pas allé jusque là parce que c'était pas une réalité, quoi. Juste peut-être ce qu'on peut dire, c'est que dans un contexte à la hausse des coûts de fertilisants minéraux, tout ce qui peut permettre de valoriser, que ce soit dans la rotation ou dans le sol, de l'azote qui ne soit pas minéral, est gagnant. Enfin, est à étudier, on va dire c'est comme ça. Autre question ? Bon, mais je vous propose qu'on arrête là ce matin. Vous pourrez continuer à discuter au repas. Et merci à tous et à tous les intervenants. Merci.